Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons accueillir notre prochain conférencier. Il s'appelle Nabil Enasri. Il est écrivain et directeur du centre Chatibi de Stein dans le 93, également auteur du livre « Et maintenant, que fait-on » Il va intervenir sur une conférence « La France et ses musulmans ». Merci de lui réserver un accueil très chaleureux. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien d'abord, évidemment, je tiens à remercier l'Union des organisations islamiques de France, l'UEIF, pour cette invitation et plus généralement pour nous donner l'opportunité chaque année de se retrouver autour de cette rencontre annuelle des musulmans de France. Plus généralement, je tiens à remercier un petit peu l'UEIF de tout ce qu'elle mène comme travail depuis maintenant une trentaine d'années, notamment dans la construction des lieux de culte, mais également d'institutions caritatives et éducatives, mais également dans la construction du discours. Si aujourd'hui, être musulman français, c'est une banalité pour nous tous, ça n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Et ça a été le travail intellectuel, la production théologique de beaucoup de savants, de chouyours, qui pour la plupart sont issus des rangs de l'UEIF, qui nous ont permis de tout simplement dire qu'il était possible d'être français et musulman et donc d'avoir une forme de stabilité psychologique par rapport à notre appartenance et à notre identité. Donc Allah Azza wa Jalla évidemment les récompense pour ce travail. Certains de ces savants sont morts, qu'Allah évidemment les couvre de sa miséricorde, et d'autres sont encore là, et qu'Allah Azza wa Jalla les récompense. Au-delà des savants et du discours, je tiens également, pour fermer l'introduction, à remercier tous les bénévoles qui, chaque année, permettent la mise en place de cette rencontre annuelle des musulmans de France, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense également. Alors j'ai peu de temps pour discuter d'un sujet qui est évidemment très important, la France et ses musulmans. Je vais vous proposer une intervention très rapide en trois parties, une toute petite partie historique et ensuite une partie liée au sujet d'actualité et enfin une partie sur les défis des musulmans français. Alors première partie historique, c'est que la France et les musulmans, il faut quand même rappeler l'histoire partagée, mouvementée parfois, de la France et de l'islam et de l'univers de l'islam en général, notamment au XXe siècle. Il faut toujours rappeler le fait que la France, au XXe siècle, ce sont des centaines de milliers de musulmans qui viennent lors des deux guerres mondiales et qui participent à la libération du pays, ou en tout cas à la défense de la nation. Donc c'est important de rappeler un cadre historique et la mobilisation, la contribution de centaines de milliers de musulmans qui ont participé à la libération, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Je rappellerai juste que des villes comme Toulon, comme Marseille, ont été libérées par des unités d'infanterie algériennes, maghrébines ou par des tirailleurs sénégalais. Maintenant, rapidement, je vais faire un petit saut par rapport à mon deuxième niveau d'intervention. C'est tout ce qui concerne la question des sujets d'actualité et je vais en évoquer deux principalement. Le premier sujet d'actualité, c'est la question des valeurs de la République. Alors je ne vais pas revenir sur une évidence en rappelant que les musulmans respectent complètement les valeurs de la République, mais je vais revenir sur un principe républicain qui est aujourd'hui galvaudé, voire malmené. C'est le principe de laïcité. Laïcité, on parle. Non pas évidemment de la laïcité fantasmée que nous servent un certain nombre d'intellectuels et d'esprits mal intentionnés, mais la laïcité originelle, la laïcité véritable, la laïcité qui permet naturellement le libre exercice des cultes. Donc ce n'est donc en aucun cas cet instrument idéologique qui sert à stigmatiser une communauté, le principe de laïcité. C'est donc effectivement ce principe qui permet la libre expression de chacun dans le cadre évidemment des lois de la République. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut nous donner à nous les moyens intellectuels de pouvoir comprendre ce que c'est que la laïcité afin évidemment de répondre à ceux qui instrumentaliseraient ce principe au bénéfice d'agendas entre guillemets pervers. Parce que c'est parfois sous le masque de la laïcité que se cache un racisme acceptable, un racisme malheureusement qui a pris ces derniers temps le visage de l'islamophobie.
Donc il nous faut évidemment avoir ces instruments théoriques en tant que musulmans par rapport à la France d'aujourd'hui pour répondre à ceux qui manipuleraient ce principe et répondre effectivement à ceux qui sont des intégristes de la laïcité. Je rappelle qu'il y a des intégristes et des extrémistes effectivement dans les différentes religions monothéistes, mais il y en a également au sein de la laïcité et il nous faut évidemment revenir sur ce principe-là dans sa définition originelle pour mieux lutter contre un sectarisme et une forme d'intransigeance de la part d'un certain nombre de personnes. La France et ses musulmans, c'est également un sujet qui m'est important. Et je pense qu'il nous faut mobiliser la communauté sur ce sujet. C'est le sujet de la formation des imams. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des mosquées, nous avons de vraies mosquées, nous avons de grandes mosquées. Nous sommes définitivement sortis de l'islam des caves. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore d'imams, de véritables imams. Alors la première des choses, c'est loin de moi l'idée de critiquer, de dénigrer, de blâmer les imams qui viennent du bled, entre guillemets. Seulement, je pense que les imams qui viennent du bled sont effectifs, sont potentiellement en accord avec la réalité du bled. Et le fait d'importer des imams qui viennent du bled, entre guillemets, n'est pas quelque chose qui doit être souhaité au sein de la communauté. Donc je pense que la France et ses musulmans, on doit mettre le curseur sur cette question-là qui est essentielle pour l'avenir communautaire. Une mosquée n'a de sens, n'a de lumière que par les gens qui les fréquentent. Et les personnes, les femmes et les hommes qui les fréquentent sont guidés par une personne qui est l'imam. Aujourd'hui en France, si on fait le compte des imams nés, scolarisés, en France, qui ont un minimum de capital culturel, de compétences universitaires et qui ont été diplômés par les centres de formation islamique en France, il n'y en a pas plus de 10. 10 sur 2600 mosquées. Ça vous donne donc l'ampleur du chantier. Et je pense que si on traite des sujets d'actualité, il nous faut absolument revenir sur cet élément-là, parce que comme je le disais à l'instant, l'imam est le pilier d'une mosquée, c'est lui qui oriente, c'est lui la référence, c'est lui la source de l'autorité au sein de la communauté. Donc pour pouvoir former une génération d'imams nés, scolarisés, qui grandissent en France, il nous faut un certain nombre d'actions, et je vais en donner 3, de sorte à ce que cette conférence soit vraiment une conférence, on va dire, productive. La première des choses, c'est de réhabiliter son statut. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous êtes un imam, vous avez un statut, on va dire, précaire dans le meilleur des cas. Vous êtes parfois financé ou payé au lance-pierre. C'est-à-dire qu'il nous faut vraiment valoriser le statut de l'imam de sorte à provoquer chez un certain nombre de jeunes des motivations à ce qu'on ait des personnes qui s'inscrivent dans la filière de l'imama. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Il y a une véritable crise des vocations au sein de l'imam en France. Et je vais vous donner un exemple, ou plutôt un élément très concret. Dans l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon, que je connais bien, la 3e année de Sharia, c'est-à-dire la 3e année où l'on arrive à la fin du cursus pour devenir imam, c'est 4 élèves, dont 3 femmes et le seul homme. Il vient d'Autriche. Autrement dit, on est loin du compte s'agissant de ce dossier-là, qui est à mon sens prioritaire. Alors comment faire pour pouvoir réformer cet aspect de notre dossier communautaire? Il faut réhabiliter, comme je viens de le dire, le statut de l'imam, mais également mettre un peu de moyens, et notamment de moyens financiers, de sorte à ce que les imams, et il y en a, ou en tout cas les futurs imams, les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans cette filière, qui sont nés et scolarisés en France, qui ont un minimum de bagages universitaires, on puisse leur donner les moyens de finir leur scolarité et de peupler demain les mosquées de France avec des imams qui soient d'authentiques imams. Donc je pense que c'est effectivement un sujet majeur pour la communauté musulmane à traiter, à prendre à bras-le-corps. Et pour ceux évidemment qui me suivent et en interaction et en intelligence avec la direction de l'Institut européen des sciences humaines, l'année prochaine, en septembre prochain, on relancera une opération, une levée de fonds, de sorte à financer des étudiants, des candidats, des sœurs, des frères, qui puissent, Inch'Allah, demain, avoir des postes véritables dans les mosquées et qui n'aient pas besoin de se sacrifier pendant leurs études, de sorte à leur donner évidemment une quiétude quant à leur scolarité. Alors le dernier élément, plutôt la dernière partie, par rapport à cette question, cette conférence sur la France et ses musulmans, je voudrais évoquer 2 sujets d'actualité, ou plutôt 2 défis qui sont très très importants par rapport à notre futur communautaire, ou même notre futur national. Le premier, c'est toute la question de la radicalisation et du terrorisme. Le deuxième, c'est la question de l'identité.
Sur la question de la radicalisation et du terrorisme, nous avons vécu en France une année 2015 qui a été évidemment extrêmement pénible, voire épouvantable, avec les 2 attentats qui ont marqué notre pays. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que comment réagir? Et je pense qu'il faut revenir sur la réaction des autorités françaises et dire un certain nombre de vérités. La réponse qui a été donnée après le 13 novembre a malheureusement ressemblé en France à celle qui a été donnée aux États-Unis après le 11 septembre 2001. Après le 11 septembre 2001, l'administration américaine a décidé d'attaquer l'Afghanistan, c'est-à-dire un raidissement de la politique à l'extérieur et de museler les libertés à l'intérieur avec le Patriot Act. En France, on a eu la même logique, c'est-à-dire qu'on a bombardé les bases de l'État islamique en Irak et en Syrie, et à l'intérieur, on a assignation à résidence, perquisition et débat sur la déchéance de nationalité. Et ça, c'était la mauvaise option, la mauvaise solution. C'était vraiment la mauvaise solution. Parce que si on voit ce qui se passe ces dernières années, si la réponse militaire était opérante contre le terrorisme, on en aurait eu la réponse avec l'Afghanistan. 15 ans après le début des frappes américaines, les talibans occupent davantage de territoire aujourd'hui qu'ils n'en occupaient en 2001. Et les talibans sont aux portes du pouvoir à Kaboul. Ça veut donc dire que ça ne marche pas quand on bombarde des populations extérieures, quand bien même elles seraient le foyer de terrorisme. Et s'agissant des assignations à résidence et des perquisitions et de la déchéance de nationalité, malheureusement, en tant que musulmans, on a été d'une certaine manière triplement victime. D'abord victime par le fait qu'en tant que Français, on a été marqué par ces attentats odieux qui ont visé la France. Et j'ai vis à 300 mètres du Stade de France et mes enfants sont scolarisés à 150 mètres. Je peux vous dire que dans la ville de Saint-Denis, on a vécu dans notre chair ces attentats odieux. On a été également victime par le fait que des semeurs de haine ont instrumentalisé nos religions, ont trahi le message de l'islam en prenant en otage les musulmans parce qu'ils ont justifié, entre guillemets, leurs attentats par l'islam. Et puis, troisième élément, on a été victime d'une triple peine parce qu'on a été, d'une certaine manière, les boucs émissaires d'actes que nous n'avons, d'une part, pas commis et pour lesquels nous n'avons eu aucune responsabilité. Donc, il va falloir, à un moment donné, questionner et interpeller, dans cette relation entre la France et ses musulmans, les autorités françaises, de sorte à ce qu'on puisse, la prochaine fois, évidemment que Dieu préserve notre pays, si évidemment, Inch'Allah, on espère qu'il n'y ait pas d'attentat, mais éviter cette forme de confusion, parce que malheureusement, dans l'opinion, ça a été un peu dévastateur. Quand on a commencé à taper sur la communauté, on a distillé l'idée selon laquelle être musulman pratiquant était en soi un indice de culpabilité. Vis-à-vis de la communauté, on n'était plus dans la présomption d'innocence, mais dans la présomption de culpabilité, et ça, c'est évidemment pas bon pour la préservation du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Donc ça, c'est un élément évidemment important. On n'a pas le temps en quelques minutes d'évoquer avec précision la question de la radicalisation du terrorisme. J'en viens pour finir mon exposé sur un sujet qui me semble être là aussi fondamental, qui est celui de l'identité de notre rapport à la France. Alors je pense très honnêtement qu'il faut qu'on assume complètement le fait d'être français, et ceci, à mon avis, induit plusieurs implications. La première implication, quand on dit qu'on est musulman français, qu'on le ressasse de manière permanente, ça nous impose normalement à une compréhension de l'histoire de ce pays. Et ce qui est dommage quand on fait des interventions dans des conférences ou dans des salles, quand je pose la question de savoir est-ce qu'il y en a qui ont lu des livres sur l'histoire de France, c'est à 98% de personnes qui ne répondent par la négative. C'est-à-dire que si vraiment on veut entrer en interaction et connaître les fondamentaux de cette société, encore faut-il qu'on puisse saisir l'histoire politique, intellectuelle, idéologique, philosophique du pays pour lequel on est aujourd'hui des citoyens de manière complètement décomplexée. Donc être complètement français, ça demande de bien connaître l'histoire de France et notamment l'histoire politique, idéologique, philosophique de notre pays de 1789 à aujourd'hui. Si vous voulez saisir les crispations, les tiraillements autour de l'islam d'aujourd'hui, il faut revenir à ce qui s'est passé en France au XIXe siècle. Une partie des élites qui sont foncièrement islamophobes en France, finalement, sont les héritiers de tout un combat idéologique qu'il y a eu au XIXe siècle en France. Vous aviez à l'époque ce qu'on appelait les cléricaux, les partisans de l'Église, qui étaient également les partisans de la monarchie, pour faire court, contre les partisans de la laïcité et de la République.
Et ce combat idéologique qui a duré des décennies a laissé des traces. Certains aujourd'hui qui sont tiraillés vis-à-vis de l'expression visible de la communauté musulmane et de l'islam sont finalement les héritiers de ceux qui combattaient hier l'influence de l'Église. Donc si vous n'avez pas ces tenants et aboutissants par rapport à l'histoire de France et ce qui a façonné ce pays-là, vous vous privez évidemment d'une part de compréhension par rapport au débat d'aujourd'hui. Donc ça, c'était la première implication. La deuxième implication, au risque de choquer certains. Être musulman français, c'est aussi aimer ce pays, vraiment l'aimer. Pour ma part, ça a été compliqué de pouvoir l'assumer. Vous m'auriez posé la question il y a une dizaine d'années, j'aurais certainement répondu par la négative. Et là, je pense qu'il faut vraiment l'aimer, parce que c'est ce pays dans lequel, pour 99% d'entre nous, on finira notre vie, et on ne peut pas être apaisé dans un pays dans lequel, finalement, on ne se sent pas complètement citoyen. Et ça veut dire qu'effectivement, vis-à-vis de l'histoire de France, il faut qu'on ait un regard critique et continuer à dénoncer à la fois la colonisation et l'envers du décor de notre pays, mais de ne pas faire du conflit colonial l'alpha et l'oméga de notre projection sur le futur. Je pense très honnêtement, ça a comme implication le fait de prier pour lui. Le fait de prier pour lui, par exemple, même dans les mosquées. Allahumma ja'al hadha al-baladan amina. Wa Allah Azza wa Jal fasse que ce pays soit un pays sûr, un pays en sécurité. Il n'y a rien de pire en islam que la zizanie et la guerre civile. Il nous faut préserver la sécurité qui est finalement quelque chose d'extrêmement important eu égard à l'actualité du moment. Donc, être français, ça veut dire effectivement aimer ce pays et faire une forme, ou plutôt faire sauter, excusez-moi de l'expression, le verrou psychologique chez un certain nombre d'entre nous qui considéraient qu'être français et aimer son pays, ce ne serait pas, entre guillemets, normal. Et par rapport à un autre sujet, toujours sur la France et ses musulmans, toujours sur la question de l'identité, là aussi peut-être au risque de choquer, je pense qu'il faut qu'on prenne en considération les éléments culturels et identitaires de la France. Et je vais vous prendre un exemple. Alors ce que je vais dire à l'instant ne concerne évidemment absolument pas le hijab, pour lequel toutes les écoles juridiques en islam sunnite et chiite considèrent comme une prescription. Et le CFCM l'a même rappelé à plusieurs reprises, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de consensuel chez les fuqaha. Ce que je vais dire aujourd'hui ce que je vais dire maintenant concerne surtout la question de l'habillement pour les hommes. Et je vais parler également du qamis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être français, la France et ses musulmans, c'est de prendre en considération le moment culturel et identitaire de notre nation. Et ça impose une compréhension juste de l'islam et de la sunna. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait en qamis, ce n'est pas parce que le qamis était islamiquement en soi conseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'habillait en qamis, il s'habillait selon les us et les coutumes du peuple dans lequel il s'inscrivait historiquement et culturellement. Raison pour laquelle les fuqaha nous disent, lorsqu'il y a un bédouin qui est arrivé en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et d'autres musulmans de Quraysh, il est arrivé et il leur a demandé « Ayyukum Muhammad » c'est-à-dire c'est qui Muhammad parmi vous? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait exactement de la même manière qu'Abu Jahl. D'accord? Donc le prophète s'habillait de la même manière que ses ennemis parce qu'il partageait les mêmes habitudes, les mêmes us, les mêmes coutumes, ce qu'on appelle l'urf dans le droit musulman, qui est important à prendre en compte. On dit en arabe kana yalbas libasa qawmihi, c'est-à-dire que la sunna, en fait, c'est vraiment de s'habiller selon les us et les coutumes du pays dans lequel on s'inscrit. Ça veut dire que l'habit civil aujourd'hui est véritablement l'habit de la sunna. Ce n'est pas faire une concession vis-à-vis d'un certain nombre d'islamophobes. C'est tout simplement d'avoir une compréhension juste de l'islam, de la sunna, dans un moment où la France est prise de panique identitaire. Ça, de mon point de vue, c'est extrêmement important. Encore, je le rappelle, ça concerne naturellement l'habit pour les hommes et pas celui pour les femmes. Il me semblait important de finir sur ça parce que la question identitaire va être, dans les prochaines années, quelque chose qui va dominer l'agenda public, médiatique, culturel et intellectuel de notre pays. Et il faut qu'on puisse faire la part des choses entre ce qui est islamiquement établi, consensuel, comme étant de la ibada et de la aqida, et on ne touchera pas, c'est-à-dire de l'adoration et du culte, et tout ce qui est du domaine de la culture, pour laquelle il nous faut une forme d'acculturation qui est finalement en accord avec les principes de l'islam, tels que je viens de l'évoquer vis-à-vis de l'habit.
il me reste juste 2 minutes pour finir sur une conclusion qui va certainement résonner en chacun de vous. Je tiens juste à remercier la première génération des musulmans ici. C'est-à-dire que dans 10-15 années, nous allons vivre une forme de basculement auprès de la communauté musulmane parce que la première génération va s'éteindre. Et c'est une loi de l'histoire. Et alhamdoulilah, nos parents se sont sacrifiés. Leur sacrifice a été exceptionnel. Et c'est pour être en accord à la fois avec leur éducation et être fidèle à ce qu'ils nous ont transmis qu'il faut qu'on puisse continuer à œuvrer pour construire l'islam d'aujourd'hui. Et si j'ai un hommage à rendre aujourd'hui, c'est évidemment cette première génération, qu'Allah Azza wa Jal puisse les récompenser pour tout leur travail, en particulier pour mes parents, qu'Allah Azza wa Jal les préserve les nôtres. Barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Nabil Enasri de cette belle intervention, cette belle conférence. Encore une fois, très cher public, soyez les bienvenus à cette rencontre annuelle des musulmans de France. Mais pas que des musulmans, rencontre citoyenne, rencontre des citoyens français avant tout. Alors nous allons procéder à notre prochaine table ronde et nous allons accueillir 2 invités. Nous allons accueillir Boubaker El Haj Amar et Raphaël